Dans le cours de didactique que nous allons entreprendre ensemble aujourd'hui, c'est le thème des Celtes en Ardennes qui sera traité. Il est évident, je me trouve ici devant des élèves de 3e année dans le département pédagogique d'une haute école, et que par conséquent, les compétences qui seront exercées sont celles de futurs professeurs, qui, dans quelques mois, dans un an au grand maximum, exerceront, puisqu'ils auront prêté le serment de Socrate. Pour ce faire, je vous ai distribué un dossier documentaire et d'autre part un questionnaire. Le dossier documentaire comprend 3 pages et le questionnaire comprend 2 pages. Je montre ceci devant la caméra, puisque ces documents se trouvent donc dans mon syllabus, donc didactique de l'histoire 1. Et je vous montre donc le dossier documentaire tout d'abord, devant la caméra. Voilà, donc vous avez différents documents avec des notices qui les accompagnent pour les identifier. Voilà pour le dossier documentaire. Et ensuite, vous avez donc un questionnaire comprenant 4 questions. En fait, la première étant subdivisée en 2. Voilà. Donc, le premier exercice que je vous demande, c'est de faire le travail qui serait demandé à des élèves qui se trouvent en première année du secondaire. Autrement dit, des élèves qui ont 12 ans, en gros. Il s'agit d'illustrer l'enquête numéro 3, telle qu'elle est prévue par les programmes de la communauté française. La première enquête porte sur la préhistoire, ce sont les 2 premiers mois, septembre-octobre, avant la Toussaint. Novembre-décembre, c'est la 2e enquête, qui porte sur l'Égypte et la Mésopotamie, et la 3e enquête se déroule juste après les vacances de Noël et avant, théoriquement, le congé de carnaval, si le programme est suivi normalement. Cette 3e enquête, c'est donc les Celtes. Vous avez devant vous donc 3 feuilles de documents, et nous allons tout de suite aller à la page 65, celle où se situent les questions. Vous avez préalablement regardé donc les documents, et je vais poser la première question à Amandine, page 65, qui est: identifie parmi les 3 époques grisées celle qui correspond à l'époque celtique et note-y les Celtes. Alors, je montre de nouveau devant la caméra où se situe donc la première question, c'est cette question-ci. Et quelle réponse donnes-tu? La première case. La première case, qui couvre quel siècle? De moins 800 vers 50 avant Jésus-Christ. Vers 50 avant Jésus-Christ. Très bien. Alors, comment as-tu trouvé ces dates? Grâce aux dates qui sont renseignées sur les documents. Grâce aux dates qui sont mentionnées à côté des différents documents qui sont principalement des documents de nature archéologique. Entendu. Que mettrais-tu dans la 2e case? Ça, c'est pas prévu dans la question, mais je te pose quand même cette question. Celle qui va donc de 350, plus ou moins, de 300 à 800. Quel serait le mot à placer là? Romain. Après Jésus-Christ, ce sont les francs. Ce sont les francs, vous êtes bien d'accord.
Ben, ceci dit, c'était une question subsidiaire qui ne se trouve pas dans l'exercice lui-même. Ensuite, vous avez une deuxième question, le 1b. Vérifie si tous les documents sont pertinents pour répondre aux problèmes posés. Justifie ta réponse. Je m'adresse, bien entendu, cette fois à son voisin Guillaume. Qu'as-tu mis comme réponse? J'ai mis que tous les documents étaient pertinents sauf le document 6. Et alors, tu nous expliques ce qu'est ce document 6? Ce document 6 est la représentation d'une croix celtique érigée à Fontenoy en 1907. Oui, et qui commémore la mémoire des soldats irlandais tombés au combat lors de la bataille du 11 mai 1745. Oui, donc à quel endroit? C'est une bataille très célèbre. Il suffit de recoter. Comment? À Fontenoy. À Fontenoy, exactement. Donc je montre à la caméra ce document numéro 6. Voici. Donc c'est la partie du haut. Très bien. Nous allons passer maintenant à la question suivante. 2. Complète le tableau ci-dessous. Alors, vous avez une première colonne où vous devez compléter en indiquant les numéros des documents utilisés, pertinents, et puis vous avez 5 colonnes qui ont comme rubrique la première, habitat, la seconde, activité et technique, la troisième, transport, la quatrième, croyance religieuse et la cinquième, autre. Alors, je vais demander d'abord à Amandine de me dire si elle a placé des éléments, des mots-clés dans la colonne habitat et chaque fois, il faudra me dire quel est le numéro du document utilisé. Donc, pour la partie habitat, qu'as-tu noté? Pour le document 5, habitat fortifié. Oui, tu peux montrer à la caméra ce document numéro 5 en dessous. Donc, tout à fait en dessous. Merci. Tu as d'autres choses dans cette colonne-là? Non. Non. Dans la colonne activité et technique, on passe à Guillaume. Qu'as-tu noté? Et tu précises chaque fois le numéro du document utilisé. Alors, dans la colonne activité et technique, j'avais le document 3. Oui, tu expliques ce que c'est. Alors, ce sont deux bijoux, deux bijoux, un bracelet et une torque, qui prouvent qu'ils étaient des pros, j'ai envie de dire, Oui. dans la métallurgie. Mais moi, je ne te demande pas de faire le commentaire parce que ça, la réponse, ça c'est pour la question suivante. Tu me dis simplement un mot-clé, une activité, tu vas mettre. Métallurgie. Tu mets métallurgie, très bien. Alors, c'est document 3. Avez-vous autre chose à mettre dans la colonne 3? Un mot-clé, hein, parce que vous n'avez pas beaucoup de place. Et le document 4, même chose. Oui. Bijoux également? C'est plutôt des outils. Oui, des instruments utilitaires ou la toilette. Hein. Outils, Tu instruments. peux dire des outils parce que ça ressemble à des outils, mais enfin, pour se curer les oreilles, ce n'est pas vraiment des outils qu'on utilise. Hein. Outils, instruments. Oui. Autre chose dans cette colonne? Non. Activité technique? Vérifie, mais non. Rien d'autre? Non. Vous êtes sûr? Entendu. Mais... Alors, la colonne transport. Amandine. Le document 2 pour le char. Alors, tu veux bien montrer le document 2 à la caméra? Et tu montres où se trouve le document que tu utilises en particulier, donc celui qui se trouve en bas. Oui. Autre chose pour le transport? Non. Non. Pour la quatrième colonne, croyance religieuse. Guillaume, qu'as-tu noté? Et tu m'indiques bien sûr
le document. J'ai noté les tombes pour le document 1, une tombe féminine. Oui, mais est-ce qu'une tombe, c'est une croyance? Non, ce n'est pas une croyance, mais ça montre qu'il y a un rituel, en tout cas. Oui, mais alors qu'est-ce que tu vas mettre? La croyance. Tombe n'est pas une croyance, on est bien d'accord? Non, je suis bien d'accord. Alors la croyance, c'est quoi? Croyance en... C'est la vie après la mort, Oui, vraisemblablement. Hein? Voilà, c'est ça la croyance, c'est la vie après la mort. Oui. Autre chose? Le document 2, ça Le document 2, c'est un peu la même chose, c'est une tombe à char, c'est-à-dire qu'au lieu d'être une tombe d'une personne, c'est... Tu montres bien, si tu pouvais mettre un peu plus verticalement, Au lieu de la caméra. que ce soit une tombe, une personne pour juste ici une tombe féminine, oui. il y a une tombe à char, c'est-à-dire qu'on avait une personne mise sur un char. Donc Oui. la croyance, c'est qu'il aura besoin éventuellement de son char dans sa prochaine vie. Éventuellement, ça peut être simplement l'objet d'apparat, hein. C'est pas pour autant qu'il en aura besoin. Éventuellement, en tout cas, c'est un objet de cérémonie. Bon. Vous avez encore autre chose ou pas? Dans cette colonne-là? Non. Croyance et Dans religion. autre? Toujours dans croyance religieuse? Non. Et dans autre? Bah, avec le document 4, on voit qu'ils ont une certaine hygiène, vu que c'est un truc de Oui. toilette, une trousse de toilette. Donc vous mettez, alors c'est le document 4, vous indiquez trousse de toilette en fer. Tu peux le montrer à la caméra à nouveau? Donc c'est le document qui se trouve au milieu de la page, sur la droite. Et donc on y trouve d'une part une pince épilée, une curette destinée à nettoyer les oreilles et une pointe fourchue dont on ignore l'usage. Très bien. Alors maintenant, une fois qu'on a fait tout ceci, on a situé dans le temps les Celtes, ensuite on a vérifié si tous les documents étaient pertinents, ensuite on a classifié les informations et on arrive à la conclusion. Tu es maintenant capable de répondre à la problématique. Quelles informations les traces donnent-elles sur le mode de vie des Celtes? Qui intervient? Lequel de vous deux? On commence par Amandine. Alors, il faut maintenant que ce qui se trouve dans le tableau de la page précédente soit formulé sous forme de phrases, activité par activité. Maintenant, ce sont des phrases. D'ailleurs, vous avez bien un grand rectangle que tu peux montrer à la caméra, ce grand rectangle, pour que l'on voit bien l'espace dont disposent les élèves pour formuler leurs réponses. Donc, c'est la tâche qui était visée d'ailleurs dans cet exercice. Amandine, en quoi toutes les informations que nous avons sous forme de mots-clés peuvent être formulées pour nous donner donc des indications sur le mode de vie des Celtes. Première phrase que tu énonces. Les Celtes vivent dans un habitat fortifié. Les Celtes vivent dans un habitat fortifié. Guillaume, deuxième phrase, deuxième idée. Les Celtes ont acquis l'art de la métallurgie. Très bien. Oui. Amandine. Ils enterrent leurs morts et ils croient en une vie après la mort. Très bien. On continue, Guillaume. Au niveau des transports, les personnages les plus aisés ont des chars. Et donc, ce qui signifie qu'ils avaient très certainement aussi des chevaux et donc des moyens de transport pratiques. Très bien. Il y a peut-être un élément que vous n'avez pas noté dans la colonne numéro 2, c'est activité technique. Vous avez bien dit qu'au niveau du transport, ils disposent de chars, mais au niveau des techniques, vous n'avez pas dit qu'ils connaissent la roue. Ça méritait d'être dit. C'est une technique très importante. C'est vrai, c'est eux qui ont inventé la roue. Voilà. Le cerclage de la roue. Voilà. Donc, on va inventer la roue, mais en tout cas, la roue, ils la connaissent.
Voilà. Et vous savez qu'il y a des civilisations précolombiennes qui, avant donc l'arrivée des Espagnols, ne connaissaient pas la route. Donc ce n'est pas quelque chose qui est évident pour le transport. Entendu. Donc il aurait fallu ajouter dans la colonne numéro 2 la roue. Alors je vérifie si rien n'a été oublié. Alors, le document A, je réfléchis un petit peu si on peut en tirer quelque chose. Pas spécialement. Ah, on a parlé de chars, mais on n'a pas dit qui conduisait ces chars. C'est-à-dire quels étaient les animaux qui tiraient plutôt ces chars. Guillaume a dit les chevaux. T'as dit les chevaux? Très bien. Alors, je regarde encore s'il y a d'autres éléments. Non, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Ça, c'est évidemment la partie la plus facile, puisque c'est l'exercice qui est demandé à des élèves de première secondaire. Alors moi, l'exercice que moi je vous demande, à vous, étudiants de dernière année d'un département pédagogique, donc destiné à être futurs professeurs, là c'est évidemment une compétence plus difficile, enfin, qui est liée évidemment à votre âge et surtout au métier que vous comptez exercer à partir de l'an prochain. Alors, au tableau, vous voyez que j'ai indiqué compétence. Alors, la compétence que moi, je veux vous faire exercer ici, vous la notez, hein, c'est comprendre, je vais l'écrire, comprendre et reconstituer la démarche méthodologique d'un enseignant. Comprendre et reconstituer la démarche méthodologique d'un enseignant. Ça, c'est donc la question que moi je vous pose en tant que futurs enseignants. Vous voyez que ce n'est pas l'exercice que vous avez résolu très facilement tout à l'heure. Maintenant, la réponse que j'attends de vous, c'est de retrouver les intentions du professeur qui a conçu cette leçon pour des élèves de l'enseignement secondaire, et donc de retrouver quels sont ses objectifs, quelles étaient ses contraintes, et enfin quels sont les moyens qu'il a utilisés pour atteindre ces objectifs. On va peut-être commencer par les objectifs. Alors vous savez que les objectifs, ils sont de deux ordres. Les objectifs se définissent toujours en termes de compétences, ça va, mais ces compétences peuvent être d'ordre purement intellectuel en termes de savoir, ou peuvent être également en termes de savoir-faire, voire éventuellement en termes de savoir-être. Alors je commence par les objectifs en termes de savoir, et puis on verra les compétences en termes de savoir, en termes de savoir-faire. Alors, quels sont les objectifs en termes de savoir que vous identifiez dans le petit dossier que je vous ai préparé? Amandine? Le mode de vie des gens à une époque déterminée, donc le mode de vie des Celtes. Oui, mais quand on dit le mode de vie, il manque un verbe préalablement. Découvrir. Oui, c'est identifier identifier ou caractériser. Très bien. Donc la compétence en termes de savoir sera identifier ou caractériser un mode de vie. Ça va? Bon. En termes de savoir-faire maintenant, vous pouvez y aller successivement. Je vais peut-être montrer à destination des étudiants qui verront un jour ce film.
qu'il existe donc un fascicule édité il y a une dizaine d'années par la communauté française et qui s'intitule Socle de compétences. Dans ce fascicule Socle de compétences, vous avez l'ensemble de ce que les élèves doivent être capables de faire pendant leurs études, de la première maternelle, depuis l'âge de 3 ans, jusqu'à la 2e année de l'enseignement secondaire, c'est-à-dire grosso modo jusqu'à 14 ans. Donc vous avez 11 ans de compétences qui sont reprises ici, en 3 cycles. Le dernier cycle étant celui qui nous intéresse, c'est-à-dire celui de première et 2e secondaire, en l'occurrence pour cet exercice-ci. Bon. Alors, je prends le tableau récapitulatif qui se trouve page, je réfléchis, vous avez peut-être ça devant vous, 90, voilà, c'est ce document-ci, voilà. Vous avez toute une série de compétences qui sont mentionnées, qui portent un petit numéro d'identification, un indice. Ça va de C1 à C14. Ce sont toutes les compétences qui doivent être exercées à la fin de la 2e secondaire et qui permettent à l'élève de passer dans l'année supérieure, donc en 3e secondaire. Alors je vais demander ici à Guillaume de me dire quelles sont les compétences en termes de savoir-faire que tu as pu identifier dans l'exercice proposé. Alors, la C1, utilisation du dossier documentaire, puisqu'il y avait un petit dossier avec tous les De 3 pages. Élèves. La C2, lire une carte. Lire une carte. Ça, c'était le document combien? Ça, c'était le dernier document. Le numéro 7, c'est l'erreur de ma part. Oui. Alors, le document C3, lire un écrit à caractère informatique. C3, c'est pas un document. C'est la compétence 3. Oui, la compétence C3, lire un écrit à caractère informatif. Oui. Ce sont pour les différents petits textes qu'il y a qui expliquent les documents 3, 4, 5 et 6. C'est-à-dire qu'à côté de chacun des documents principalement archéologiques ou pour les reconstitutions, il y a de traces du passé, vous avez une petite notice explicative qui indique ce que l'on voit, ce que l'on observe. Oui. Alors, la compétence C5, confronter et organiser. Oui, explique-toi. Alors, Amandine peut intervenir quand elle veut, ce qui est le centre Guillaume est défaillant. Donc, confronter et organiser, le dernier exercice demandé. Oui, le dernier exercice demandé, c'est... Oui. En fonction de la question posée, compléter un tableau à simple entrée qui servira par la suite pour la dernière question. Donc c'est l'avant-dernière question et la dernière question. Voilà. L'avant-dernière. Vous c'est organiser les données. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Pour le premier exercice, la compétence C6, lire une ligne du temps et situer une information dans le cadre spatial ou chronologique. Oui, donc ça c'était donc la question 1A. 1A, oui. Oui. Et il y a bien entendu la compétence C7 communiquer, qui est dans, j'ai envie de dire, dans toutes les leçons. Oui, donc ici, il s'agissait de coucher par écrit, sous forme de phrase, de rédiger donc la synthèse des résultats qui ont été trouvés lors de l'enquête. Oui. Chaque fois qu'il y avait une justification de réponse à noter, c'était compétence communiquée. Oui. Poursuit. Alors, il y avait organiser les résultats. Donc ça, c'est pour ce qui est de la dernière question, la partie synthèse. On l'a déjà vu, oui. Utiliser les repères du temps, compétence C9,
ça c'est pour les dates les dates à reporter sur la ligne du temps. C'est pour ce qui est de retrouver. C'est quoi ces notes? Tu peux le rappeler? Utiliser les repères du temps. Oui. Et puis il y a la C11, dernière compétence, lire une trace du passé. Oui, et là, pour quel document? Pour tous les documents, n'étant pas des reproductions, donc le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. La carte, c'est pas un document du passé. Non, mais la carte, non. Hein? Oui. Autre chose que tu veux compléter, Amandine? Non. Très bien. Alors, ce serait peut-être bien maintenant que l'on précise dans les objectifs en termes de savoir quels sont les éléments du programme que tu as pu repérer. Je montre à la caméra ici donc le programme qui date de 2000, c'est celui que l'on utilise, toujours actuel, donc publié par le ministère de la Communauté française, enseignement secondaire ordinaire de plein exercice, premier degré commun, première année A et deuxième année commune. Je le montre à la caméra. C'est donc le document que vous devez utiliser quand vous êtes en général pour les 2 premières années. Il existe des documents semblables pour les techniques, pour les technologies, pour les années pour l'enseignement spécial, pour le cycle supérieur, bien entendu. Donc ce sont chaque fois des documents différents. Alors, j'explique un petit peu comment fonctionne ce fascicule. Après un préambule explicatif, vous avez toute une série de pages recto-verso consacrées chaque fois à une seule enquête. Je prends évidemment l'enquête numéro 3, qui est celle qui nous intéresse, sur les Celtes. Vous avez un grand rectangle, 2 petits rectangles, où sont indiquées quelles sont les situations d'apprentissage, en tout cas pour le rectangle de droite. Et je vous donne des exemples. Ici, il était marqué « L'élève mène une enquête active dans un musée ainsi que l'archéologique en archéologie. L'élève questionne les personnes ressources, archéologue, guide, musée. L'élève confronte des sources écrites de nature, des sources écrites et des sources archéologiques sur un point précis. Par exemple, un groupe dresse un portrait des Celtes à partir des textes, un autre à partir d'informations archéologiques. Quatrième situation d'apprentissage, l'élève analyse un compte-rendu de fouilles simplifiées. 5, il formule des hypothèses à partir d'un document reconstitué évoquant par exemple le rite funéraire. 6, l'élève recherche dans un extrait d'une séquence vidéo des éléments d'information sur le travail du bois ou le travail du fer. 7, l'élève recherche des anachronismes dans l'extrait d'une bande dessinée, d'un film, d'un dessin animé, dans un chromo, un tableau ancien, une chanson contemporaine. Alors, à gauche, on vous indique quelles sont les traces que l'élève devra identifier ou classer, et on vous indique également que l'élève doit être capable de repérer sur la ligne du temps les périodes conventionnelles, préhistoire, antiquité, les migrations celtiques, la civilisation celtique, la conquête romaine, et que l'élève doit être capable de situer sur la carte la zone d'expansion des Celtes en Europe au 1er millénaire avant Jésus-Christ, les sites de nos régions exploités en classe. Alors maintenant, Amandine, c'est ici que tu interviens. Pourrais-tu me dire, en termes de contenu, maintenant en termes de contenu, et ça se trouve à la page suivante, dans les programmes, ce que tu as pu repérer dans cette leçon et qui ont permis donc au professeur de construire sa leçon. Vas-y. Alors, on a parlé de l'espace de vie des Celtes, puisqu'on montre qu'ils sont sédentaires grâce à l'habitat fortifié. Oui. Puis on a vu les activités pour répondre à des besoins, au niveau de l'artisanat, de la métallurgie et du char aussi. Et aussi se représenter le monde avec les rites funéraires. Très bien. Entendu. Guillaume, as-tu quelque chose à ajouter? Non. Donc, vous êtes d'accord là-dessus. Donc, la première chose qu'un professeur doit avoir en tête
lorsqu'il doit préparer une leçon, c'est d'avoir des objectifs qui soient tout à fait clairs. Qu'est-ce qu'il veut faire passer aux élèves? Parce qu'un professeur, c'est quelqu'un qui transmet, mais pour transmettre de manière intelligente, il doit mobiliser un certain nombre de savoirs et d'autre part, de faire travailler les élèves pour qu'ils apprennent à construire justement leur connaissance à partir de savoir-faire, ceux qui ont été cités il y a quelques instants par Guillaume, qui en a cité une bonne dizaine. Lire une carte, se situer dans le temps, être capable d'organiser de la matière, être capable de communiquer, etc. Tout ça, ce sont des savoir-faire qui ne serviront pas seulement, je dirais, dans la vie de l'élève une fois devenu adulte, pour comprendre, comment dirais-je, précisément où et quand les sept ont vécu, mais qui pourra, cet ensemble de compétences, pourront être transposées dans d'autres situations, et ça va devenir une habitude et une démarche nécessaire pour s'émanciper par rapport à son environnement. C'est surtout à ça que sert le cours d'histoire, me semble-t-il. C'est comprendre l'environnement pour essayer d'identifier tout ce qui se trouve autour de soi et pour peut-être pour un jour agir sur cet environnement. Mais comment voulez-vous transformer le monde si vous ne comprenez pas? C'est pas possible. Donc pour pouvoir être acteur, il faut d'abord avoir été un analyste. Ensuite, j'ai mis au tableau une deuxième rubrique, c'est celle des contraintes. Alors les contraintes d'un professeur ne dispose pas d'un temps immense. Il y a une première contrainte, c'est tout d'abord le nombre d'heures dont il dispose. Alors, pour une leçon sur les Celtes, je vous ai dit, ça se fait dans le cadre d'un troisième module qui se situe en gros au mois de janvier, février d'habitude. Enfin, les professeurs peuvent déplacer éventuellement d'un mois s'ils sont en retard, s'ils ont géré un petit peu différemment le programme, mais en gros, ça se situe au mois de janvier, février de la première année du secondaire. Ils ont, en gros, 6 semaines. En gros, pour faire cette enquête. 6 semaines. 6 semaines à raison de 2 heures semaine. On est bien d'accord. Dans ces 2 heures semaine, vous savez qu'il y a des heures qui tombent parce qu'il faut faire des contrôles, par exemple, et de temps en temps, il y a une heure qui tombe parce que, je ne sais pas moi, il y a une visite médicale, que sais-je. Il y a 2 heures par semaine. Donc, l'exercice que vous avez fait en tant qu'élève, il est censé avoir été fait en 50 minutes, maximum. Et de cela, vous devez encore déduire le moment où les élèves commencent à se mettre en route, on perd au moins 5 minutes, et les 5 dernières minutes, ben là, vous savez, c'est le moment du journal de classe, etc. Donc vous avez une quarantaine de minutes. Donc première contrainte, c'est le temps. Le temps dont on dispose. Donc pour cet exercice précis, 50 minutes. Et pendant 6 semaines, donc c'est-à-dire théoriquement 12 heures, mais dans les faits ce sera peut-être 10 heures, vous devrez travailler avec eux sur les 7. Là, vous avez 50 minutes. Donc il faut bien réfléchir à votre programmation quand vous choisissez les différents sujets que vous allez aborder avec vos élèves. Dans le recueil que je vous ai donné, dans le fascicule de didactique, il y a 50 pages sur les Celtes et il y a 3 dossiers. Un dossier qui a été fait par le Centre d'auto-formation de Tihange, le CAF. Il y a un dossier qui porte sur les Celtes en Ardennes et il y a un dossier qui porte sur les Celtes à Thoin. Voilà. Avec ça, vous avez de la matière. Vous avez des outils. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de reproduire ce qui se trouve dans ce fascicule, mais il faut être capable d'innover sur le plan pédagogique en vous aidant les premières années, évidemment, de modèles qui vous sont proposés. On ne vous demande en aucun cas de reproduire tel quel, d'imiter. Mais vous savez que ça aide quand même d'avoir des formulations, des types d'exercices qui sont proposés. Ça aide, mais il ne faut pas les reproduire. Hein. Voilà. Alors, il y a une autre contrainte.
histoire-géographie ici. Il y a le temps, c'est l'histoire, si je puis dire, il y a la chronologie, donc il faut savoir qu'on a une période déterminée, c'est 50 minutes, et ensuite c'est l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Et l'environnement dans lequel vous vous trouvez, il est déterminé par quoi? Il faut savoir quel est le type d'école. C'est d'abord quel type d'enseignement? C'est de l'enseignement général, c'est de l'enseignement technique, c'est de l'enseignement professionnel. Théoriquement, ici, c'est de l'enseignement général, on est bien d'accord. Mais une fois que vous dites enseignement général, c'est pas pour autant que vous avez la recette miracle et que vous pouvez la produire n'importe où, dans n'importe quelle école. C'est pas vrai. Parce que les classes sont différentes suivant la région où on se trouve. Il y a des classes plus faibles, des classes plus difficiles, des classes plus fortes. Les classes sont très variées. Il y a des classes homogènes, il y a des classes hétérogènes. Donc il faut tenir compte de tout cela. Donc de la classe dans laquelle vous vous trouvez, mais il faut également tenir compte du nombre d'élèves qui va être déterminant, ne fût-ce que pour savoir si les élèves vont travailler individuellement, par deux, en groupe. Il n'y a pas moyen de travailler en groupe suivant que vous avez une classe de 15 élèves, vous avez une classe de 25, il n'y a peut-être pas moyen de travailler de la même manière dans tous ces cas de figure. Donc il faudra tenir compte de tout cela. Ça fait bien partie de ce que moi j'appelle les contraintes. Et alors c'est important également, ne fût-ce que pour faire des photocopies quand même. Il faut quand même savoir quel est le budget dont vous disposez pour pouvoir multiplier les documents. Ici il y a 5 pages, ça ne fait que 50 minutes. Imaginez, vous avez 5 pages, vous avez 20 étudiants, 20 élèves, ça fait déjà 100 feuilles, et ce n'est qu'une heure de cours. Donc pensez à votre budget financier aussi. Je vous le dis, mais c'est important. N'oubliez pas ça en stage. Donc il faut bien réfléchir à tout ce qui va être mis en œuvre. Ensuite, en ce qui concerne les moyens. Alors, les moyens dont vous disposez, il faut savoir quels sont les outils, les instruments qui se trouvent dans une classe. Quels sont les outils qui se trouvent théoriquement, qui devraient se trouver dans une classe? Évidemment, les cartes murales, ou à défaut, un atlas qui se trouve dans une armoire. Bon. À part ça, dictionnaire. Ben oui, bien entendu, un projecteur, soit même un projecteur, un data projecteur. Vous avez tout un matériel électronique qui peut être mis à votre disposition. D'autres choses encore? Dossier élève ou manuel élève. Oui. Donc, les dossiers que vous préparez chez vous, oui, les manuels, bien sûr. Mais regardez dans cette classe-ci, il y a toute une série de choses qui sont affichées et qui pourraient vous servir également. Vous pouvez avoir fait au début de l'année une ligne du temps, fait réaliser par un groupe d'élèves une ligne du temps, qui va vous servir pour vous situer et pour situer les Celtes lorsque vous serez dans cette enquête-là. Donc une ligne du temps. Vous pouvez également utiliser du matériel, du papier craft ou des supports divers sur lesquels les élèves vont pouvoir travailler, sur les tables par exemple, et qu'ils pourront utiliser eux-mêmes s'ils font une petite élocution, comme on disait quand j'étais jeune. Maintenant, on dit quoi? Une causerie, quand ils font une présentation de documents devant leurs condisciples. Donc ça peut être des supports divers qui pourront servir pour faire une présentation devant leurs condisciples. Vous n'avez pas, à part la classe, qu'est-ce que vous pourriez faire encore? Des sorties. Bien entendu. Donc tout ceci, c'est en classe. Vous pouvez
appelle des sorties. Alors, sous la forme d'une excursion sur le terrain. Alors là, l'idéal, ce serait d'être dans une région où il y a des témoignages. Si vous habitez en Ardennes, il est évident, vous pouvez aller dans les champs, voir des tombelles, c'est-à-dire des tumuli. Vous pouvez voir également des restes de fortifications du fameux Murus Gallicus, c'est-à-dire des reconstitutions, plus exactement, de ce mur gaulois que l'on trouvait par exemple dans les oppida en bois et en pierre. On en trouve en Ardennes, il y a des reconstitutions qui ont été faites. Vous pouvez également aller dans des musées, bien entendu. Très beau musée pour les Celtes, c'est le musée de Libramont. Musée de Libramont. Vous pouvez également aller, oui, à Aubechy, je vois que tu es en train d'indiquer. Aubechy, en fait, c'est un archéomusée, un archéosite, donc en plein air, où vous avez l'ensemble, je dirais, de toute une série de témoignages d'habitations qui remontent au néolithique jusqu'en 5000 avant Jésus-Christ, jusqu'à l'époque gallo-romaine. Donc l'époque gauloise est incluse, bien entendu, dans ce site. Je vais peut-être demander à la caméra de faire un gros plan sur l'affiche qui se trouve là. Donc l'archéosite d'Aubechy-Belleuil. Donc ça se trouve précisément à Brugelette. Donc quand vous allez à Mons, si vous prenez à droite à un moment donné, je ne sais plus quel est le numéro de la sortie, c'est bien Brugelette, non? Quand j'y étais, c'était Brugelette. Non? C'est quel? Près de Leuze. Mais Brugelette, moi j'étais à Brugelette. C'est pas sur le site de Brugelette? Alors, non. Voilà, un voyage de 5000 ans dans notre passé. Voilà. Et alors, bien entendu, il y a une dernière chose, et c'est, je dirais, même la plus importante, c'est que le professeur doit, pour faire sa leçon, se documenter préalablement. Et je vais vous montrer donc un certain nombre d'ouvrages. Vous m'avez vu venir avec mes gros sabots comme d'habitude. Donc, il y a, bien sûr, donc ça c'est tout ce qui concerne, tout ce qu'on peut faire avec les élèves, et alors ici c'est tout ce qui doit se faire préalablement à la maison, dans le bureau du professeur, c'est-à-dire se documenter. Et je vous montre donc quelques ouvrages. Alors, je pars évidemment du plus simple et je vais vers des sujets plus spécifiques, plus précis. Le premier ouvrage, plutôt manuel, que je vous conseille, le plus simple, qui a été établi par le musée des Celtes à Libramont et par les musées royaux d'art et d'histoire, qui se trouvent donc au Cinquantenaire, à Bruxelles, c'est Le Monde des Celtes. Alors, c'est très pédagogique, il a une dizaine d'années maintenant, il a été fait par des pédagogues. Alors, je vous montre, par exemple, vous voyez, l'outillage, vous avez chaque fois des illustrations et des commentaires qui sont faits par des spécialistes. D'autres pages, on va peut-être essayer de trouver justement, alors ici, vous avez les nécropoles, il y a entre autres les fameux tombeaux. Les artisans du métal et du bois. Dans la même veine, publié par le Muséobus de la communauté française, Les Celtes aux portes de l'histoire. Il a aussi une dizaine d'années. Alors là, c'est plus savant, c'est plus savant.
Ça vous est destiné alors que l'autre est vraiment destiné à des élèves. Alors pour l'instant, depuis 2 ou 3 mois, il y a toute une série de magazines qui ont publié des dossiers sur les Gaulois parce qu'il y a une exposition sur les Gaulois au Musée des Sciences et de l'Industrie à Paris, à la Villette, et c'est comme ça que si vous allez en librairie, vous allez trouver plein de choses. Par exemple, le Nouvel Observateur a publié en juillet-août 2011, c'est-à-dire il y a 3 mois, un numéro spécial sur la vérité sur les Gaulois. C'est sérieux, hein? Et vous allez voir d'ailleurs que la couverture du magazine que je vais vous montrer juste après est presque une copie fidèle de celui-ci. C'est tiré de... Alors là, c'est un numéro de octobre-novembre 2011, donc vous le trouvez maintenant en librairie. C'est les Gaulois, qui étaient-ils vraiment? Vient d'être publié également dans les dossiers d'archéologie, octobre 2011, les Gaulois, la fin d'un mythe. Alors là, c'est une revue de très grande qualité, conçue par des archéologues de haut niveau. L'avantage de cette collection, c'est que vous trouvez de nombreux schémas de fouilles qui peuvent vous être utiles pour l'élaboration, justement, de documents pour les élèves. Vous pouvez en faire des photocopies. Je vais prendre une autre page, parce que vous en avez vraiment beaucoup. Vous voyez, ce sont des descriptions de fouilles avec tous les commentaires sur les résultats des fouilles. Donc c'est un ouvrage, une revue vraiment à utiliser. Maintenant, du côté d'autres ouvrages, cette fois-ci des livres, non plus des manuels et non plus des revues, mais des livres classiques. Alors, il faut commencer par un petit livre qui est apparu ces derniers-ci, sauf faire de ma part. Je l'ai lu, janvier 2010, mais je l'ai lu l'an passé, de Jean-Louis Bruno, spécialiste des Gaulois, les Gaulois expliqués à ma fille. C'est sous forme de questions-réponses en moins d'une centaine de pages aux éditions du Seuil. Du grand spécialiste des Gaulois, professeur au Collège de France, Christian Goudineau, partout attise, que reste-t-il de la Gaule? Aux éditions du Seuil également. Un ouvrage de haute vulgarisation, très lisible, hein? De Wenceslas Kruta, il est d'origine tchèque, comme son nom l'indique, mais il est professeur à Paris. Il écrit un que sais-je sur les Celtes. De Patrick Galliou, Le monde celtique, dans les universels d'Israël. Un ouvrage plus approfondi, La civilisation celtique de Françoise Leroux et Christian Guyon-Varc. Alors aux éditions Ouest France Université. Les Celtes, l'âge du fer en Europe, dans la collection Time Life, grande civilisation du passé. Si je vous le montre, c'est que c'est un ouvrage comprenant de très belles illustrations, comme les deux ouvrages que je vais vous montrer juste après. Donc là, c'est l'idéal de nouveau. Bon, j'en ai beaucoup, hein, mais je peux prendre là, par exemple ceci, de très belles illustrations qui peuvent servir justement pour l'élaboration d'un dossier documentaire pour des élèves. Alors un très gros ouvrage d'origine italienne, mais traduit en français avec les plus grands spécialistes européens des Celtes, parce que les Celtes ont, comme vous le savez, essaimé à partir de l'Europe centrale, en Europe du Nord, en Europe de l'Ouest, au sud-ouest de l'Europe, en Espagne, au Portugal, et ils ont même été en Grèce et en Turquie, hein, puisque c'est
c'est là qu'ils se sont établis, en Galatie. Je vous ai déjà expliqué ça quand vous étiez en première. Donc un superbe ouvrage fait par des grands spécialistes qui s'intitule Les Celtes, aux éditions EDDL, pour la traduction française. Si je vous le montre, c'est pas seulement parce que c'est un ouvrage savant et très complet, c'est parce que vous avez de superbes illustrations, hein, pratiquement à toutes les pages, qui illustrent justement le travail du fer, le travail du verre chez les Celtes. Enfin, d'un professeur d'Oxford, Barry Cunliffe, Bibliothèque de l'image, l'univers des Celtes, avec de très belles images également. Alors je vous dis tout de suite, c'est un ouvrage qui ne concerne pas seulement les Celtes au premier millénaire avant Jésus-Christ, mais les Celtes également à travers l'histoire, puisque vous savez qu'il existe toujours des peuples d'origine celtique. Je pense aux Bretons, je pense aux Galiciens dans le nord d'Espagne, je pense aux Irlandais, aux Écossais et aux Gallois. Alors, le thème que nous avons abordé aujourd'hui portait plus spécifiquement sur les Celtes en Ardennes. Alors, où trouver de la documentation? En mai-juin 2011, vous voyez que c'est très récent également, la revue Archéothéma, une revue d'archéologie et d'histoire, a publié un numéro consacré au peuple gaulois des Nerviens, France-Belgique. Alors je vous renvoie au petit fascicule publié par l'archéosite d'Aubechy, en Hainaut. Alors, il y a un exposé qui maintenant commence à dater, puisqu'il date de 1975, dans La Wallonie, le pays et les hommes, dirigé par Hervé Asquin, et le premier chapitre de cet ouvrage, dans le tome 1, a été rédigé par Paul Bonenfant, qui enseignait l'histoire, la préhistoire, c'était mon professeur à l'Université de Bruxelles, et la proto-histoire, donc l'histoire des Celtes. Alors, plus récent, puisque ça date de 2004, je dis ça sous vérification, donc c'est ça, 2004, Histoire de la Wallonie, de la préhistoire au XXIe siècle, sous la direction de Bruno Demoulin et Jean-Louis Cuper, aux éditions Privat. Il se trouve à la bibliothèque de l'École normale. Un chapitre sur les Celtes a été rédigé par Claude Sterckx, professeur à l'Université de Bruxelles, les Celtes en Wallonie, bien entendu. Pour la période qui suit, juste l'époque où la Gaule était indépendante, je vous conseille, publié par le service des jeunesses archéologiques, archéologie, ça vous intéresse peut-être, vous pouvez faire des stages d'ailleurs en Wallonie pendant les vacances, avec archéologie, l'artisanat en Gaule romaine. La Gaule romaine est l'héritière immédiate évidemment de ces Celtes de l'Antiquité. Dans l'Archéologue, août septembre 2001, un dossier était réalisé sur les guerriers celtes, c'est le numéro 55. Toujours dans la même revue d'octobre-novembre 2002, les paysans gaulois, les fermes, l'élevage, l'outillage, les pratiques funéraires, c'est le numéro 62. Un numéro d'Historia thématique consacré en mai-juin 2002 à la vie des Gaulois. Dans la revue Histoire et Archéologie, alors là ça date, hein, c'est octobre 1985,
mais en rapport immédiat avec la documentation sur laquelle vous avez travaillé tout à l'heure, les tombes à chars des princes et guerriers celtes. Dans les dossiers d'archéologie mai 2002, le numéro 273, les Celtes en Île-de-France, avec un chapitre qui nous intéresse ici immédiatement, pratiques funéraires et cultuelles. Et enfin, pour terminer, toujours en numéro de dossier d'archéologie, numéro 258, novembre 2000, les Celtes et les arts du feu. Alors vous voyez que les arts du feu, ça ne concerne pas seulement la métallurgie, ça concerne également la céramique et la verrerie. Et donc, concrètement, les armes, les outils et les bijoux. Vous vous rendez bien compte que la documentation sur les Celtes est abondante. Vous pouvez vous aider de toute une série de revues qui se trouvent ici à l'école normale. Et donc, pour préparer vos leçons, et ce sera le cas d'Amandine, mais certainement d'autres étudiants de deuxième et de troisième année ici en janvier-février, vous disposez donc de tout ce qu'il faut, me semble-t-il, pour faire de bonnes leçons. Vous avez le dossier de 50 pages que je vous ai préparé, comprenant 3 enquêtes dans mon syllabus de didactique numéro 1. Vous disposez des 2 référentiels que j'ai évoqués jusqu'à présent, c'est-à-dire d'une part les socles de compétences et d'autre part les programmes. Veillez évidemment à ce que dans les classes où vous trouverez, vous disposiez des outils, des moyens qui vous permettront de réaliser une leçon intéressante véritablement, où ce sont les élèves qui travaillent, qui construisent le savoir, et où ce n'est pas vous qui faites un cours comme ça du haut de votre savoir, et où ils aient l'occasion, surtout que cette archéologie, c'est très visuel, hein, ce n'est pas cérébral, si je puis dire, et donc il y a moyen, je crois, d'intéresser les élèves, non pas à leurs ancêtres, comme on le disait jadis, hein, il y avait un chapitre dans les manuels d'histoire en France qui s'appelait « Nos ancêtres les Gaulois », qu'on enseignait même aux Africains, ce qui était tout à fait insensé. Beaucoup de nos ancêtres ne sont pas des Gaulois, parce que la Belgique est une terre d'immigration importante, mais hein, je crois qu'il est important de savoir comment on vivait dans nos régions jusqu'il y a un peu plus de 2000 ans. Voilà, j'ai dit.